ne suscite pas seulement curiosité et intérêt, mais très vite l'animosité. Qu'est-ce que c'est que ce machin qui coupe les routes, empêche les honnêtes gens de passer? Les paysans grognent. Ils vont faire avorter nos vaches. Une rumeur court la campagne. Ils vont finir par mettre le feu aux arbres, incendier les récoltes. Il faut arrêter le chemin de fer. Les savants s'en mêlent. Arago déclare doctement « Jamais le corps humain ne supportera de telle vitesse ». Et tout cela finit par convaincre les autorités que le chemin de fer n'a guère d'avenir. Seul un journal prend la défense du chemin de fer, le Globe, un quotidien de Paris qui représente une tendance politique avancée, le saint-simonisme. Ces précurseurs du socialisme affirment que le train, c'est le progrès. Il unira fraternellement les nations. Il leur faudra près de 5 ans pour convaincre la France de se lancer vraiment dans l'aventure ferroviaire, en 1837. Date à laquelle s'ouvre la ligne Paris-Saint-Germain qui fera véritablement découvrir le chemin de fer à la France par ses transports de voyageurs et parce que c'est une ligne située à côté de Paris, essentiellement. Ce Paris-Saint-Germain était véritablement le premier chemin de fer conçu pour transporter des voyageurs. Et c'était aussi un chemin de fer avec lequel ses promoteurs, les frères Pereire, avaient voulu réaliser une très importante opération de marketing, pour employer un terme moderne. Marketing dans 3 directions. Première direction, vis-à-vis du public. Il s'agissait de convaincre la foule, qui était encore réticente, et de l'amener à ne plus prendre la diligence et à emprunter les wagons. Deuxième opération, en direction du monde de la finance et de la banque, pour lui montrer que le chemin de fer était une opération éminemment rentable. Et puis, troisième intérêt du Paris à Saint-Germain, c'était un chemin de fer école. Au Paris Saint-Germain, beaucoup de grands noms des compagnies ferroviaires ont fait leurs armes. Cet embarcadère, comme on disait alors, se trouvait à l'emplacement de l'actuelle place de l'Europe, où nous retrouvons notre ami Jean Descartes. Un endroit historique à plus d'un titre, parce que c'est la première fois qu'une ligne de chemin de fer, qu'une ligne de voyageurs partait de Paris. Et pour aller à Saint-Germain, le lieu favori de promenade des Parisiens, le meilleur moyen de les convaincre de l'utilité du train. La cérémonie de l'inauguration de la ligne a lieu le jeudi 24 août 1837. Pour la circonstance, on avait mobilisé un certain nombre de personnalités. On avait même demandé au roi Louis-Philippe de monter à bord de ce premier train, mais le gouvernement, les ministres avaient refusé. C'était encore une aventure trop imprudente. Alors le roi avait délégué la souveraine, la reine Marie-Amélie et 3 de ses fils, dont le duc d'Orléans. Le convoi a été accueilli par un orchestre, par des discours ronflants, et le train a parcouru les 16 km à la vitesse de, disons, 20 km à l'heure. Le moment héroïque fut le passage du tunnel des Batignolles, qui n'existe plus aujourd'hui, parce qu'on se souvenait des phrases inquiétantes de M. Arago, qui avait annoncé qu'en franchissant le tunnel, on risquait des fluxions de poitrine. Le convoi était en retard. Il y avait un grand banquet prévu à l'arrivée et le cuisinier se désespérait de voir refroidir ses pommes de terre. Alors lorsque les invités royaux sont arrivés, les privilégiés, il a retrempé ses pommes de terre dans l'huile bouillante et s'est aperçu qu'elles se mettaient à gonfler. Il a donc inventé par hasard, à cause d'un retard de chemin de fer, les pommes de terre soufflées. Les pommes de terre et le train surtout eurent beaucoup de succès. Parce que 48 heures plus tard, c'est-à-dire le samedi, on comptait déjà 15 trains dans les 2 sens, de Paris à Saint-Germain, et qu'en un mois, le chiffre record et spectaculaire pour l'époque de 130 000 voyageurs était atteint. Le journal des débats devait écrire « Paris aura eu la chance d'accueillir cette année l'obélisque de Luxor, l'Arc de Triomphe de l'Étoile et le chemin de fer ». Eh bien, Paris venait de dire oui au chemin de fer et le chemin de fer pouvait conquérir la France. En 1842, un projet de loi est déposé qui permet au chemin de fer de relier Paris à de grandes villes de province dans les années qui suivent. Le paysage de la France va changer. On voit éclore des centaines de petites gares. Elles devaient être comme ça,
la gare de Saint-Cucufa, avec sa salle d'attente, avec ses premières affiches. Le Français, sédentaire et méfiant, se voit proposer à des tarifs raisonnables de lointains séjours. Et puis c'est tout un monde qui se crée, celui des employés du chemin de fer, sur lesquels règne, bien entendu, le chef de gare. Et tout de suite, une légende naît. Il est cocu, le chef de gare. Pourquoi a-t-on ainsi marqué à jamais ces malheureux? Un ancien du métier, Henri Vincenot, répond. Eh bien, c'était pas tellement le chef de gare qui devait l'être. Je ne sais pas si c'était pas davantage les gens, les roulants, parce que le chef de gare était sédentaire. De plus, sa femme, elle habitait dans la gare même. Il avait donc certainement de nombreux moyens pour la surveiller. C'était lui peut-être qu'il était le moins de toute la famille cheminote. À l'autre bout de la hiérarchie, il y avait le lampiste, celui qui trinquait toujours. Effectivement, on dit toujours le lampiste, c'est toujours le lampiste qui prend. Vous savez, un lampiste, c'était un homme excessivement habile. On voyait cet homme transporter des lanternes avec son tablier bleu plein de taches d'huile et de graisse et de carbure de calcium, si bien qu'on le considérait comme le paria du rail. Mais pour Henri Vincenot, le grand moment de la vie de la gare, c'était bien entendu l'arrivée du train. On venait des villages voisins, on venait de 10 km, de 20 km pour voir passer le train, pour voir arriver les voyageurs qui descendaient du train en toute hâte, parce que dans les trains, au début, il n'y avait pas de WC, il n'y avait pas de toilette. Pour voir arriver ces voyageurs et pour voir cette fameuse locomotive, ce fameux cheval d'acier. Pour beaucoup de voyageurs, c'était la première fois. Et que découvraient-ils en 1850? Dès qu'on ouvre la porte, on est saisi par l'atmosphère de ouaté et de capitonné à l'intérieur du train. On remarque aussi que les places sont larges. Le temps est à la mode des crinolines. On remarque aussi que des fenêtres ont fait leur apparition avec des tirants en cuir qui permettent de les faire fonctionner. On remarque la très belle boiserie du plafond qui donne une atmosphère très luxueuse, les porte-chapeaux et le filet qui sont déjà très élaborés. Et on est assis sur des coussins de drap avec une très bonne suspension parce que les ressorts ont également fait leur apparition. Alors, comble du raffinement, c'est ce qui se trouve au pied des voyageurs, la chaufferette, la bouillotte, parce que c'est le seul système de chauffage à l'époque. Et à ce sujet, il faut rappeler qu'il y avait un employé qui était chargé de faire fonctionner, dans le fond, la bouillotte et de s'assurer que l'eau restait à température convenable. Il y avait une température qui était décidée par le règlement. Et lorsqu'on arrivait dans une gare, le père la bouillotte, comme on l'appelait, passait une tête par la portière, disait « Bouillotte, messieurs, dames, levez les jambes, s'il vous plaît ». Et comme les femmes se seraient crues déshonorées à l'époque si elles avaient montré le petit bout de leur cheville, elles poussaient des petits cris de pudeur, et le père la bouillotte avait toujours une bonne réponse. « Oh, ne vous inquiétez pas, ma petite dame, c'est exactement comme la bouillotte que je retire, ça me laisse froid ». Cette différence entre les classes était tout de même très marquée. À l'époque aussi, un voyageur qui était monté dans un compartiment de seconde trouvait une voyageuse très à son goût. Elle n'était pas seule, elle était accompagnée de sa mère. Et sa mère n'aime pas du tout ce manège. Elle lui dit « Monsieur, je vous en prie, arrêtez ces vilaines manières. On voit que vous n'avez pas l'habitude de voyager en seconde classe. » Le voyageur lui répond « Madame, jusqu'à présent, j'ai voyagé en première et en troisième classe. J'ai constaté qu'en première, les voyageurs insultaient le contrôleur. J'ai constaté qu'en troisième, le contrôleur insultait les voyageurs. Je constate maintenant qu'en seconde, les voyageurs s'insultent entre eux. » Le Second Empire et la Troisième République vont donner tout leur essor au chemin de fer. Et surtout, permettre la construction de ces ouvrages d'art qui restent les témoins d'une grande aventure industrielle, comme le viaduc de Garabit, le chef-d'œuvre de M. Eiffel. Et les grandes gares, elles aussi, sont la marque d'une époque.
Elle représente un moment historique très important, comme en témoigne l'architecte Claude Parent. Oui, c'est une architecture fabuleuse parce qu'il représentait le point d'arrivée à Paris. Ici, nous étions en périphérie de la ville, d'où la possibilité de prendre un grand espace. Hein. Mais comme c'était le point d'arrivée et le point de départ du chemin de fer, c'était le lieu clé, le lieu symbolique, le lieu magique. Et toute cette magie de la conquête des espaces par le train jouait à ce moment-là. Et l'architecture devait transmettre cette magie-là. Alors on a ces grands espaces gigantesques, cette architecture qui au fond habillait quoi? Des espaces en charpente métallique qui, eux, couvraient des volumes importants à cause de la locomotion à vapeur. Il fallait un renouvellement d'air, on était obligé d'avoir ces immenses volumes. D'où une notion de monumental. C'était un siècle où on avait la rage d'entreprendre. Et l'architecture est une architecture triomphante. C'est le temple dédié à la machine, à la locomotive. Et cette galerie représentait le volume, l'espace dans lequel le monde entier des gens, ceux qui voyageaient, ceux qui accompagnaient les voyageurs, vivaient, se rencontraient, etc., etc. Alors, c'est un phénomène social, c'est plus qu'un phénomène social. C'était un des points clés de la liturgie du 19e siècle. La vie, une partie de la vie de la ville se passait dans la gare. Ça, c'est complètement perdu maintenant, cette espèce d'enthousiasme pour aller accompagner les gens. Un voyage en train, c'était quand même une aventure. C'était une chose qui avait une signification profonde. Et c'est pourquoi le premier acte du cinéma naissant sera de filmer un train. Le mouvement et le rêve, c'est cela le premier film. L'arrivée du train en gare de la Ciotat, de Louis Lumière. Au-delà de ces images émouvantes, tellement vraies et inattendues, qu'elles firent crier de frayeur les premiers spectateurs, on voit bien la réalité du temps, le brassage social de la gare, l'activité fébrile et débonnaire du 19e siècle finissant. Les films suivants montreront beaucoup les trains et les voyageurs. Le chemin de fer a connu, entre 1870 et 1914, son plus grand développement. Sous l'impulsion de l'ingénieur Legrand, qui a fait converger en étoile les lignes vers Paris, et du ministre des Travaux publics Fraissinet, qui a organisé les lignes secondaires, près de 40 000 km de voies ferrées ont été construites pour 6 compagnies différentes. Et pour qu'un jour, avec ces trains, des millions de jeunes hommes partent pour une guerre fraîche et joyeuse. Un massacre qui se termine par l'arrivée aux Invalides d'un wagon très spécial. C'est la voiture restaurant numéro 2419, dans laquelle Foch a signé l'armistice. L'après-guerre, ce sont de folles années et de grands trains. La Flèche d'Or, l'Oiseau Bleu, le Riviera Express. Bercés doucement dans leur pullman, les voyageurs fortunés de ces trains de luxe arrivaient là où il faisait bon aller quand on en avait les moyens. Et bien sûr, l'endroit idéal, c'était la Côte d'Azur. C'était une découverte anglaise. Pas étonnant que ce front de mer à Nice s'appelle justement la promenade des Anglais. Depuis Lord Brougham, chancelier de l'Échiquier, venu là par hasard en 1834 jusqu'à la reine Victoria à la fin du siècle, la Côte d'Azur était devenue une colonie britannique. Ensuite vinrent les Français, puis les Américains, comme cette belle actrice de Hollywood, Grace Kelly, devenue princesse de Monaco. Elle aussi, elle a découvert la Côte d'Azur avec le train. Il y a toujours des scènes à voir, regarder partout, et même que je connais très bien cette côte, chaque fois je découvre quelque chose d'autre. Et ça change par saison. J'aime surtout l'arrivée sur la côte, de découvrir la mer et toutes les fleurs. C'est donc votre moyen de transport favori? Oui.
je peux dire. Et Alfred Hitchcock, qui a beaucoup utilisé le train au cinéma, Ah oui. en a fait le train du mystère. Est-ce que vous ressentez le mystère un peu dans le train? Oui, certainement, et surtout un train de nuit, je crois, et très mystérieux. Le plus beau de tous les trains de nuit, ce sera le train bleu. Il part pour la première fois de la gare de Lyon le 9 décembre 1922 pour la Côte d'Azur. C'est un événement que cette première arrivée du train bleu à Nice. Il était 11h30 du matin. C'était un nouvel âge dans l'épopée du chemin de fer et du voyage qui commençait. Pourquoi? Parce que pour la première fois, des nouvelles voitures avaient fait leur apparition, des voitures bleues. Cette belle couleur bleue, bleu nuit, qui va servir de symbole à ce train, puisqu'il annonce déjà dans les brumes du Nord, dans les brumes de la Grande-Bretagne, le bleu de la Méditerranée. Il y avait 150 journalistes, 23 journaux américains et britanniques étaient représentés, et les anglo-saxons étaient très fair-play puisqu'ils ont écrit immédiatement « Le plus beau train du monde est français ». Et c'était vrai. Bleu à l'extérieur comme la mer, il était d'or à l'intérieur comme le soleil. Ainsi l'avaient décoré tous ces maîtres des années 20 comme René Proux. Un décor si chaleureux, si luxueux, qu'il devint aussitôt le salon à la mode. Toute une faune d'oisifs, toute une clientèle élégante d'amateurs de week-ends sentimentaux vint peupler le train bleu. Ce décor devint aussi un tel symbole qu'on le retrouva dans d'autres lieux, comme le rappelle la romancière Régine de Forges. Il y avait même des maisons closes comme le Wentutu qui s'était fait une spécialité de voyage en train. Il y avait reconstitué dans ce bordel, il y avait reconstitué tout un compartiment de voitures, wagons-lits, et il y avait des amateurs qui venaient là faire un voyage. Et dans une pièce à côté, il y avait un machiniste, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, qui faisait passer un film, enfin un paysage se déroulait comme ça pendant que le monsieur lutinait la dame. Et il y en a même un dont son fantasme, c'était la Roche-Migène. Pourquoi la Roche-Migène? Ça, personne n'a jamais su. Mais ce qui fait que le mécanicien, l'aboyeur, devait à un certain moment du voyage crier « la Roche-Migène ». Alors au moment où il criait la Roche-Migène, le client partait vraiment au ciel. Le train bleu, c'est aussi un restaurant célèbre dans le monde entier. Un décor pour la comédienne Marie Marquet, qui elle aussi a connu bien des aventures dans le train bleu. Ah oui, c'était l'aventure. Ah oui, dans le couloir, il y avait beaucoup d'accostages. Mais c'était charmant. Il y avait beaucoup de joueurs de poker à ce moment-là. Et puis, il y avait... On buvait beaucoup. Beaucoup, oui. Mais c'était ravissant et c'était tellement beau. J'ai entendu un jour une dispute violente dans un sleeping. On dit, mais qu'est-ce qui s'engueule comme ça? Et on a vu sortir au terreau, les cheveux huileux, des peignes rouges tenant ses cheveux huileux, et couvertes de diamants. Elle et Polaire voyageaient avec tous leurs diamants, comme ça, c'est ça? Il n'y avait pas encore de hold-up. Et alors, elle est sortie furieuse, et elle m'a dit, en me montrant un tout jeune danseur du Casino de Paris, blême, un peu comme ça, elle m'a dit « une maquero ». Il est épousé une maquero. Et puis, il y avait une femme que j'adore et qui, à ce moment-là, était en pleine vogue. C'est Damia. Elle était très belle, mais elle était imprenable. Dans le couloir, elle était suivie d'une dame à faux col. L'air terrible. Il ne fallait pas que ces messieurs s'approchent. J'ai beaucoup voyagé
avec certains de mes amours les plus grands. Et le train est une chose très belle. Très belle, oui. Monte-Carlo, samedi 8 octobre 1977 à midi. Pour la première fois, des wagons sont vendus aux enchères. Ces belles voitures du train bleu. Les prix sont élevés. À 220 000, 240 000, 260 000, 270 000, 280 000, 300 000, 320 000, 340 000, 360 000. C'est la fin de toute une époque et c'est plus possible. C'est plus possible qu'on s'embarrasse d'un train bleu. Ben, moi qui ai le souvenir de ça, vous comprenez, ces coussins, ces oreillettes, ces machins. Je sais pas, on faisait une cure de repos quand on allait à Monte-Carlo, depuis Paris, et on mettait beaucoup plus de temps. Eh bien, je vous jure que maintenant, on est fatigué quand on va à Coulommiers. Les locaux, elles, ont depuis longtemps disparu. Et pourtant, elles aussi ont fait rêver des générations. L'un des plus grands musiciens français leur a rendu, à ces locomotives, un hommage qui est aussi l'une de ses plus belles partitions, Arthur Honegger. Avec l'aide du réalisateur Jean Mitry, il nous a donné un classique du cinéma et un beau témoignage de la passion qu'ont pu susciter les grands trains et leurs puissantes locomotives. La Pacific 231, la locomotive du siècle. Elle s'appelait Pacific parce que venue d'Amérique pour les premiers modèles. 231 parce que c'est ainsi qu'on désignait les locaux. 2 petits essieux, 3 grands, 1 petit, 231. Cette Pacific, que l'on voit ici conservée au musée français du chemin de fer à Mulhouse, c'est le symbole de la vapeur, l'ambition de tous les mécaniciens, être aux commandes d'une Pacific. Gaston Monnier a passé sa vie à bord d'une de ces machines. Oh, exactement. C'est toute une carrière qu'elle évoque. Il réalisait ainsi le rêve de tous les enfants de cette époque. Eh bien, mon père était mécanicien, à un service de train de marchandises, et un jour, il reçut un ami. Cet ami était mécanicien d'une Pacific. J'avais 12 ans, et au cours du repas, il parla de sa machine, de son compagnon, des express qu'il faisait. Je pense que de ce jour, j'étais marqué. J'insistais auprès de mon père. Pour rentrer en apprentissage, j'avais 13 ans et 3 jours. Et je fis une carrière au chemin de fer. Mais mon rêve, c'était d'avoir une Pacific.
À 29 ans, ce rêve fut exaucé. Après avoir franchi les échelons, j'accédais au régulateur d'une Pacifique, au dépôt de Batignolles, la 231-730, avec mon compagnon, mon chauffeur, Yvon Tessier. J'ai vécu cette vie. Le mécanicien, son chauffeur, je dis son chauffeur, et leur machine. Ça, c'était un ensemble, un trio uni. C'était plus que ça. Les soins qu'il fallait lui apporter, des soins permanents, la façon de la conduire, et aussi le côté vivant. C'est à croire que les premiers hommes ont adoré le feu et qu'il nous en reste quelque chose. J'y pense devant un feu de cheminée chez moi. Je mets du bois, je relève les braises, c'est vivant, ça parle. La locomotive, elle avait d'abord cette palpitation après avoir remorqué son train. Elle semblait un peu époumonée. Eh bien, c'était quelque chose de vivant. La chaleur, l'odeur d'huile chaude. Mais les voyageurs qui passaient à côté, les enfants en particulier, avaient forcément un regard pour cet engin. On astiquait ces locomotives. Sur certaines régions, c'était même poussé à l'extrême, mais le chauffeur et le mécanicien avaient une fierté d'avoir un outil très propre. Quand la pression était montée près du maximum, l'heure arrivait, il fallait, le mécanicien avait un geste, il consultait sa montre, compagnon, il nous reste 3 minutes et nous sortons. Et ensuite, un geste, presque une caresse, ça voulait dire nous sommes prêts. L'équipe, c'était ça. C'était ça, c'était toutes ces difficultés additionnées qui faisaient un lien, qui nécessitaient cette cohésion. Tous les 10 jours, les gens avaient un repos. Par la suite, les améliorations ont été apportées et tous les 7 jours, le repos. 15 jours de congé par an, c'était la règle à cette époque. Quoi qu'on en garde un souvenir vivant, on peut penser quand même que beaucoup de misère naissait dans ce métier. Il y avait de la misère, il y avait des grèves. Mais il y avait surtout une vraie famille qui, à partir de 1938, s'appelait la SNCF. « 1940. La France est occupée. Les cheminots ne l'acceptent pas. Dans son beau film « La bataille du rail », René Clément a montré comment ces hommes, maniaques du soin, de l'exactitude, du travail bien fait, devinrent des saboteurs. Toi, tu incises les boyaux de frein. Ça fera roue libre. Toi, Louis, tu t'occupes du carburant.
résistance fer a payé un lourd tribut. Entre 1940 et 1944, 2480 cheminots ont été déportés. 554 ont été fusillés. 1156 sont morts en déportation. La guerre est finie. Maintenant, c'est l'agonie de la vapeur qui commence. Les cheminots français, tellement attachés à leurs locomotives, ils les ont vus partir à la Réforme, remplacés par toutes sortes d'engins moins romantiques. Mais c'est le rendement qui compte maintenant. Le diesel connaît un nouvel essor grâce aux progrès faits pendant la guerre sur les moteurs de chars et de sous-marins. Au début, c'était des autocars sur rail pour desservir les petites lignes. Les constructeurs d'automobiles s'y étaient intéressés. De Dion, Renault, puis Michelin. Et c'est pourquoi certains engins portèrent le nom de Micheline, qui leur est resté. Ensuite, le célèbre Bugatti et son chapeau rond va leur donner puissance, aérodynamisme et vitesse. Ces autorails vont maintenant faire partie du paysage. Leur dernier développement, c'est ce superbe turbotrain qui atteint 200 km/h. Mais la crise de l'énergie va peut-être condamner ces gros dévoreurs de pétrole. L'avenir, c'était bien sûr l'électricité. Nos cheminots regardaient ces machines froides et silencieuses comme on regarde un ennemi triomphant. L'essor de l'électrification moderne, c'est une date, 1947, un homme, Louis Armand, et le travail de toute une équipe. Mais ce qui est surtout frappant dans cette histoire du train français, c'est notre acharnement à détenir les records de vitesse. En 1955, 2 locomotives atteignent 331 km/h. La CC 7107 et la BB 9004. BB. Ces initiales, qui désignaient alors Brigitte Bardot, rendirent la loco encore plus célèbre que son record. Et c'est ainsi que notre train a pris sa physionomie d'aujourd'hui. Nous vivons avec lui, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est sa régularité légendaire, l'une des plus parfaites au monde. Et ses grands trains, le Capitole, l'Aquitaine, l'Étendard, le Mistral. Le pire, eh bien, laissons le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Cavana, en parler un peu. On se rend bien compte que tout ça va à volo. On liquide les petites lignes de chemin de fer qui étaient si pratiques. On bazarde des ouvrages d'art. Et pour être bien sûr de ne pas être tenté de faire machine arrière un jour, on vend les gares, les tunnels, les lignes elles-mêmes. Allons, tout ne va pas si mal. La SNCF nous prépare ce train de l'avenir, le TGV, le train à grande vitesse. En 1981, il roulera de Paris à Lyon à la vitesse de 300 km/h. Quand on sait qu'il faut 1 heure dans les embouteillages pour aller au plus proche aéroport et le même temps pour parvenir à son point de destination, il est clair que le train, de gare en gare, qui mettra moins de 3 heures pour relier le centre de nos grandes villes, sera un concurrent sérieux pour l'avion. Et ce n'est pas M. Dupuis, directeur adjoint de la SNCF, qui nous contredira. Bien, ma foi, oui, c'est un de nos objectifs que d'offrir aux voyageurs une qualité, un confort qui soit tout à fait analogue et peut-être même supérieur à celui de l'avion.
Nous pensons que le TGV, c'est pour l'avenir le moyen de transport idéal dans la distance de 500 à 600 km, celle que l'on peut franchir, disons, en 3 heures de route. Et qu'au-delà, l'avion garde toutes ses chances et par conséquent, c'est bien, je crois, de complémentarité qu'il faut parler. Je pense que le TGV est surtout un concurrent de l'automobile. L'automobile ne pourra pas continuer à se développer dans l'agglomération car si l'on voulait développer les infrastructures routières en fonction de la demande, l'automobile finirait par manger la ville. Une voiture, c'est la surface d'une cuisine, quoi. Ça fait au moins, combien ça peut faire? 6 mètres carrés pour transporter la plupart du temps une personne. Aux vacances, 4, 5 ou 6 maximum. Un train, sur la même surface, pour transporter les 4 personnes, les 5 ou 6 personnes, il faut une banquette. Avec un seul moteur, il tire tout ça. Et c'est canalisé discrètement dans un petit couloir, bien délimité par des talus, qui passe sous les montagnes par des tunnels, discrètement en dehors des villes. Il n'embête personne, il n'embarrasse rien, on ne le voit pas. Il pollue comme tout moteur thermique, mais il pollue discrètement, le moins possible, puisqu'un seul moteur tire tout le monde. L'avenir, comment l'imaginer dans un monde qui change si vite? Ce que nous pouvons en tout cas, c'est peut-être espérer autre chose. Ce paysage hérité d'une certaine idée de l'expansion, du progrès, de la société de consommation n'est peut-être pas l'idéal. C'est pourquoi nous avons voulu retrouver l'architecte Claude Parent. Lui aussi rêve à autre chose. Pourquoi pas nous, avec lui? Aujourd'hui, on ne recherche plus ces espaces de communication pour la population. On pense tellement à l'efficacité, à la rapidité, qu'on canalise. C'est la vitesse qui est devenue le facteur essentiel. Alors on canalise, on guide, on ne vit plus. Vivre, c'est trop long, c'est trop lent. On passe, on circule. Et les gares sont bâties sur ce système. À tel point c'était devenu abusif qu'on a pensé tout d'un coup à reparler des services rendus. Et au niveau du service, on s'est demandé si quand même vivre n'était pas le service essentiel. J'espère qu'il va y avoir un retour vers des gares avec des espaces où les gens pourront de nouveau se rencontrer, communiquer.